Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette table ronde du Forum Retour en France organisé par Expat Pro. Alors, Expat Pro, pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, c'est le réseau des professionnels de l'expatriation, sélectionnés pour leurs compétences et leur connaissance des enjeux de la mobilité internationale au service des expatriés. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos professionnels et de nos experts sur le site expat-pro.com. Aujourd'hui, nous allons parler logement, assurance et fiscalité lors du retour en France. Donc, vaste sujet que nos spécialistes vont tenter de clarifier pour vous. Sur la thématique logement, merci pour sa présence à Sophie Dor. Sophie est fondatrice et gérante de l'agence de relocation Expat Service France à Lyon. Fondée en 2009, Expat Service France est née de deux passions, l'international et le contact humain. Au quotidien, Sophie accompagne les expatriés, les cadres en mobilité et les étudiants internationaux à l'occasion de leur installation en France. Merci à Frédéric Alou de nous apporter aujourd'hui son éclairage sur les questions d'assurance. Frédéric est fondateur et directeur de Partir Assure, un cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance des expatriés et des voyageurs. Il accompagne les expatriés sur les questions d'assurance santé, de prévoyance, de rapatriement et de sécurité à l'étranger. Merci à Damien Alouche et Philippe Tej qui vont nous partager leur expertise en matière de fiscalité. Ils sont à l'origine de Constantiam, un cabinet de gestion privée et d'ingénierie patrimoniale qui se consacre à l'accompagnement des particuliers et des professionnels, qu'ils soient impatriés ou expatriés. Leur approche globale leur permet de comprendre en profondeur la situation unique de chaque client. Ils interviennent dans divers domaines clés pour aider leurs clients à naviguer dans un paysage juridique et financier souvent complexe. Leur objectif est d'aider leurs clients à réaliser leurs projets concernant l'investissement, la situation fiscale, la retraite ou la succession. Je voulais donner la parole à Sophie Galigné-Varin qui devait nous rejoindre. Elle est là. Elle est là, je ne la vois pas. Ah ben voilà, pardon. Oui, Voilà, je ne la voyais plus. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour Sophie. bonjour, merci beaucoup. Donc Sophie est responsable des activités au sein de Paris Accueil, notre partenaire, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, alors en fait, je suis responsable des activités au sein de Paris Accueil. Paris Accueil a été créé en 2015 et accueille les expatriés français qui arrivent à Paris ou en Île-de-France, ou des expatriés francophones souhaitant conserver des liens avec des Français. Donc nous fonctionnons comme de nombreux accueils à travers le monde, dont vous avez pu apprécier toutes les qualités. Et nous sommes partenaires, nous appartenons au réseau FIAF. Nous proposons donc des activités, des sorties, des rencontres, et nous sommes un lieu d'échange et surtout d'entraide. Donc sur notre site parisaccueil.com, vous trouverez un onglet Votre retour qui a plusieurs sous-rubriques, scolarité, emploi, que vous pouvez, que vous pouvez euh, euh, enfin, que vous pouvez regarder très facilement puisqu'on n'a pas besoin d'être membre pour accéder à ces informations. Donc, n'hésitez pas à les consulter et si vous avez la moindre question, nous sommes toujours heureuses de pouvoir vous répondre. Donc, contactez-nous et ce sera une occasion d'échange avant votre retour, déjà. On attend de vous accueillir. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, j'invite tous les expatriés de retour en France à contacter Paris Accueil. C'est une association très dynamique. Je laisse la parole à Sophie Dor pour aborder les questions de logement. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, effectivement, nous sommes sur le terrain pour la recherche de logement des personnes qui arrivent de l'étranger, des retours d'expats ou des internationaux. Et à ce titre, on va vous dresser un petit peu un tableau de l'état immobilier aujourd'hui en France. Euh, le marché immobilier est très tendu, je pense que tout le monde le sait, que ce soit même les Français et les étrangers. Il y a peu d'offres, beaucoup de demandes, des prix élevés, des agences et des propriétaires qui demandent de plus en plus de garanties avant de signer un bail. Et donc, quand on arrive de l'étranger, mais aussi pour les Français, c'est ce que je disais, rechercher un logement aujourd'hui, ce n'est pas facile.
Alors, j'ai voulu essayer de nous demander pourquoi est-ce que, il y a cette difficulté à trouver un logement en France aujourd'hui. Je pense qu'on est vraiment, on vit une crise immobilière en France. Il n'y a pas assez de logements par rapport au nombre de personnes qui cherchent à se loger. Donc l'offre disponible n'est pas du tout suffisante et ça donc rend difficile la recherche de logement avec de plus en plus de gens qui cherchent, des dossiers que les agences comparent de plus en plus et donc une vraie pénurie de logements. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter également, donc difficulté d'accès au logement aussi pour les petits salaires, les jeunes pros, les étudiants. Il y a des étudiants, par exemple, qui renoncent à leurs études chaque année parce qu'ils n'arrivent pas à se loger sur le lieu de leurs études. Il y a le souci, bien sûr, des meublés de tourisme comme Airbnb, certaines villes, par exemple à Annecy, où les propriétaires louent leur logement de septembre à avril-mai et demandent aux locataires de quitter le logement pour pouvoir le louer très cher pendant l'été, par exemple. Vous savez qu'à Paris, c'est pareil et dans toutes les grandes villes touristiques, c'est la même chose. Donc, difficulté aussi parce que ces biens sont pris par des touristes et non pas par des personnes qui sont là sur du long terme. Des contraintes réglementaires importantes avec des réglementations de plus en plus strictes pour la construction et l'urbanisme. Donc, peu finalement de nouveaux logements qui sont construits et en tout cas pas suffisamment. Et depuis un certain temps en France, il y a aussi l'interdiction de louer ce qu'on appelle des passoires thermiques. C'est-à-dire c'est des logements qui ne sont pas très bien, où, voilà, où quand on met le chauffage, il y a des coûts énormes, ils ne sont pas isolés. Et donc maintenant, si votre logement, quand le locataire part et vous voulez le relouer et qu'il n'a pas un bon score énergétique, vous êtes obligé de faire des réparations. Tout le monde ne peut pas le faire parce que ça coûte souvent très cher et donc ces logements parfois restent vacants pendant longtemps, où ils sont mis à la vente et bradés, ce qui pose une difficulté aussi pour ces propriétaires. Les taux d'intérêt dernièrement en France sont extrêmement montés. On est maintenant à 4,5% de taux d'intérêt, donc l'emprunt devient très coûteux. Les banques prêtent de moins en moins. Donc, finalement, les gens ne bougent pas. Pas de vente, pas de mouvement. Donc, vraiment, un marché qui est atone, assez sclérosé. Donc, quand vous allez revenir en France et chercher un nouveau logement, ça ne va pas être simple et vous serez confronté à toutes ces difficultés. Ce qu'il faut savoir, voilà, ce qui va être important, donc les petits tips, je dirais, à l'occasion de votre retour en France, c'est d'avoir un dossier de location le plus solide possible. Si vous revenez sans contrat de travail, ça va être vraiment compliqué parce qu'il faut que vous prouviez toujours vos revenus. Et les agences immobilières, elles ne veulent pas savoir si vous avez des économies, si vous avez des biens fonciers, vous êtes propriétaire, ça ne les intéresse pas. Elles veulent savoir si vous avez un travail, si possible en France. À l'étranger, ça va marcher aussi, ce sera un peu plus compliqué, mais en tout cas, un travail idéalement en France. La rémunération, pas de période d'essai. Voilà, donc il faut se rendre compte que quelqu'un qui revient en France sans contrat de travail aura toutes les peines du monde à se loger et finira probablement dans un Airbnb ou une résidence temporaire, le temps voilà, de réorganiser sa vie et son travail. On accompagne des personnes qui se retrouvent en difficulté parce que ils reviennent pour des raisons personnelles, ils lâchent leur travail, ils disent non, mais je vais monter une société ou je vais recréer ma société à l'étranger en France, mais ils ne peuvent pas prouver leurs revenus. Et quand ils arrivent en disant mais j'ai beaucoup d'économies, etc., et ce qui est vrai, hein, et on les croit, les agences ne veulent pas en entendre parler. Donc il faut bien avoir conscience de cela quand on revient sur le sol français. Il y a une autre chose qui est intéressante à savoir, que vous savez probablement, c'est que le montant de votre futur loyer, ce n'est pas vous qui le décidez en fait, quelque part, c'est vos revenus. C'est-à-dire que si vous gagnez 3 000 euros, vous pouvez louer un logement un tiers de votre salaire net. Donc si vous gagnez 3 000 euros net par mois, votre logement, pas plus de 1 000 euros. Et c'est très difficile de passer au-dessus. Donc, par rapport à votre salaire aussi, vous avez une idée du montant du loyer maximum que vous pouvez obtenir. Et selon les villes, par exemple à Paris, avec 1 000 euros, ça sera assez bien pour loger une personne, mais pas une famille avec 3 enfants. Donc, il faut avoir conscience aussi des prix du marché et de la réalité du marché immobilier. Dernièrement, il y a eu en France, dans les grandes villes, une tentative
d'arrêter un peu ces loyers qui augmentent, avec l'encadrement des loyers à Lille, à Paris, à Lyon, par exemple. Donc, c'est une idée politique, hein, de dire, ben voilà, maintenant, il y a un site, les gens se loguent sur le site, ils donnent leur adresse, les propriétaires. Ils disent, voilà, moi, mon appartement, il est, voilà, 16 quai site, il fait 120 mètres carrés, etc. Il est rénové ou pas, il est de telle année. Et là, le site va vous dire, ben, vous pouvez le louer tant, avec une petite fourchette plus ou moins importante. Donc, ça a baissé les montants parce qu'évidemment, l'idée, c'était que les loyers cessent d'augmenter. Et on peut se poser la question si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Est-ce que ça va aider le marché immobilier ou pas? La réalité, puisque depuis quelques mois maintenant, c'est en place, est pas forcément positive sur cet encadrement des loyers pour plusieurs raisons dont on pourra parler ensuite si on a un petit peu de temps. Par rapport à l'habitat, c'est intéressant de voir que depuis le Covid, il y a eu vraiment un changement dans la façon dont les Français se logent. Maintenant, ils veulent des logements plus spacieux, de moins en moins être contraints voilà, en nombre de mètres carrés. Donc, et très souvent, ils sortent des villes. Donc, les villes se vident un petit peu de leurs habitants. Ils veulent aller à la campagne. Ils veulent l'extérieur, un jardin, ou s'ils restent en ville, ils veulent un balcon. Voilà, nous qui accompagnons beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger ou même des personnes à mobilité géographique, ils nous demandent systématiquement et très souvent un extérieur. Alors, si c'est en ville, une terrasse, un balcon, s'il vous plaît, ça serait génial. Et à l'extérieur, il y a un vrai mouvement de personnes qui sont parties se mettre un petit peu à la campagne, voire même avec le télétravail loin de leur ville principale pour avoir plus, voilà, une vie un petit peu différente, tout en sachant que il y a quand même une exigence de transport en commun qui fonctionne bien, de magasins pas loin, de services publics, la santé, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. On ne va pas se mettre non plus au milieu de la pampa, il y a un besoin quand même d'une sécurité par rapport à l'environnement. Et le Covid aussi a accéléré quelque chose qui est plutôt bien, je trouve, c'est tout ce qui est digital. C'est-à-dire que depuis la pandémie, maintenant, les agences immobilières utilisent beaucoup, par exemple, la signature de bail électronique à distance. Avant, il fallait systématiquement aller dans l'agence immobilière et signer le bail. Maintenant, ça se fait tout à distance par voilà, électronique. Les visites virtuelles aussi, de plus en plus, vous avez sur les sites des agences immobilières la possibilité de visiter, c'est de mieux en mieux fait, on peut aller dans une pièce, dans une autre, etc. Les plateformes en ligne de réservation de logement. Alors, ça peut faciliter le processus de recherche de location ou d'achat. Il faut être très vigilant néanmoins parce que, ben, vous le savez bien, parfois, les photos sont superbes et quand on arrive, la réalité est quand même moins bonne parce que les photos ont été bien photoshopées. Et aussi faire très attention aux scams. Énormément sur les sites aujourd'hui, Le Bon Coin, Se Loger, qui sont soi-disant des sites où on a l'impression qu'ils vont être sérieux et de référence, énormément de fausses annonces. Mais des choses que vous ne pouvez pas imaginer, comme les gens sont doués, c'est-à-dire ils louent un Airbnb, il faut vous donner un exemple, ils louent un Airbnb, en parallèle, ils proposent des visites de l'Airbnb à des potentiels locataires. Ils font croire que ce sont les propriétaires. Ils ouvrent, ils font la visite. Vous aimez, ça vous plaît, bah, moi aussi, ça vous plaît. Très bien. Ah, bah, il faut signer le bail tout de suite parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui attendent. Les gens signent le bail, donnent leur chèque, etc. On se donne rendez-vous le soir pour la remise des clés, puis personne ne vient. Donc, ça, c'est vraiment incroyable, mais c'est la réalité. Et nos petits étudiants internationaux qui ne sont pas toujours bien informés, peut-être que les adultes le sont plus, en tous les cas, les étudiants, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'étudiants qu'on a qui arrivent dans nos bureaux, qui se sont fait avoir à distance, c'est-à-dire que à distance, ils ont payé, soi-disant, ils ont vu une vidéo d'un appartement, c'était bien, c'était pas cher, c'était beau, et ils ont payé le dépôt de garantie, 2 mois de loyer, le premier de mois de loyer, etc. Ils ont rendez-vous, il n'y a pas de logement. Donc, faites très attention si vous vous lancez dans une recherche de logement par vous-même, de bien valider en amont, voilà, de prendre toutes les sécurités liées à toutes ces arnaques qui font vraiment du mal au marché immobilier. Voilà, en gros, ce que je pouvais partager sur ce marché, en espérant que ça vous apporte quelques connaissances. Bon, évidemment, nous, on est agence de relocation, donc on est sur le terrain, on accompagne les collaborateurs à distance ou s'ils sont à côté de nous, et on peut évidemment faciliter ce processus de recherche de logement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Peut-être on aura des questions plus tard et je me propose de passer la parole maintenant
à Frédéric Alou qui va vous parler des assurances. Merci. Bonjour, merci Sophie pour cette introduction qui nous met en joie sur le logement. Mais bon, où on rencontre effectivement des difficultés sur ce marché-là et ça, c'est un peu lié à celui dont je vais vous parler, qui est la question de l'assurance et notamment de l'assurance santé, qui reste une préoccupation importante aussi bien quand on part, mais surtout quand on revient en France, avec de nombreux écueils qu'il faut affronter et surmonter. Alors, c'est vrai que les études montrent que c'est la principale préoccupation des Français qui rentrent en France, l'affiliation à la sécurité sociale et l'assurance santé, et viennent ensuite, comme c'est souligné dans cette table ronde, le logement, l'emploi, la retraite et la fiscalité. Alors, concernant l'assurance santé, moi, je vais vous détailler un petit peu les problématiques que vous allez rencontrer pour essayer de les surmonter. La première chose, et ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'il va falloir anticiper au maximum votre retour en France, si possible. Donc, anticiper au maximum, c'est au moins y penser minimum 6 mois avant. Et après, il y a plusieurs étapes à réaliser lors de ces mois qui précèdent le retour en France. La première, une chose toute bête, mais à laquelle on ne pense pas souvent, c'est récupérer son dossier médical. Vous avez été en expatriation pendant plusieurs années à l'étranger ou dans plusieurs pays. Vous avez forcément vu des médecins et eu des hospitalisations ou des choses comme ça. Il est vraiment important d'essayer de récupérer au maximum son dossier médical pour pouvoir le faire suivre après aux médecins qui vont s'occuper de vous en France. C'est un point qui est souvent oublié et ça évite, déjà, ça permet d'avoir le suivi pour les médecins qui vont vous suivre en France. Et puis, quand il n'y a pas vraiment de suivi précis, ça évite de refaire tout un tas d'examens que vous auriez déjà fait en amont. Donc, une fois que vous avez récupéré votre dossier médical, c'est bien parce que ce n'est pas forcément évident et ce n'est même pas forcément toujours possible. La deuxième chose, c'est de savoir si vous êtes actuellement en expatriation en Europe ou hors d'Europe. Alors, Europe, quand je parle Europe, c'est Union européenne et puis les pays associés, Suisse, Norvège ou Royaume-Uni, par exemple. Parce que là, les choses sont un petit peu plus facilitées. Pour le transfert de droits, il va falloir récupérer un formulaire auprès de la sécurité sociale sur laquelle vous êtes enregistré en Europe pour pouvoir le transmettre à la sécurité sociale française en arrivant. C'est pareil, dans ce cas-là aussi, c'est pas forcément évident de récupérer ce formulaire-là. Parfois, c'est même quasiment impossible. Les sécurités sociales locales ne le transmettent pas. Mais ce formulaire est primordial pour éviter le délai de carence quand vous allez arriver en France pour vous affilier à la sécurité sociale française. Le délai de carence, j'en parlerai tout à l'heure, mais si vous pouvez l'éviter, c'est le mieux. Donc, pour tous les expatriés qui rentrent d'Union européenne, le but, c'est de récupérer ce formulaire, qui est le formulaire S1, voilà, et à demander auprès de la sécurité sociale dans laquelle vous êtes affilié. Ensuite, la deuxième chose en termes de papier qu'il faut regarder, c'est si vous êtes expatrié hors d'Europe, mais dans un pays qui a une convention bilatérale avec la France. Donc ça, il faut vous renseigner sur le CLES, sur le site internet du CLES, le Centre de liaison européenne et internationale, qui vous permet de savoir s'il existe une convention entre la France et le pays dans lequel vous êtes, et ensuite consulter cette convention pour voir s'il y a des accords au niveau de la prise en charge des frais de santé ou si simplement cet accord ne concerne que l'invalidité ou d'autres choses. Donc ça, c'est un autre point à vérifier pour ceux qui partent dans des pays avec une convention, ayant une convention bilatérale. Et puis, après, il y a tous les autres qui sont partis dans des pays qui n'ont pas signé de convention, qui sont hors d'Europe. Donc là, il n'y a pas de documents à récupérer. Il va falloir se débrouiller tout seul. Un autre point, on n'est plus en termes de formulaire, mais simplement avant de rentrer, pour toujours préparer un retour, on va dire, le plus lisse possible, c'est de vérifier déjà les assurances que vous avez. Parce que vous êtes à l'étranger, vous avez des assurances santé qui existent. Et là, on rencontre plusieurs types d'assurances. Soit vous avez souscrit à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger.
Donc là, si vous avez souscrit à la CFE, vous avez un lien automatique, enfin pas automatique, mais un lien avec la sécurité sociale française lors de votre retour. La CFE, en effet, va vous couvrir 3 mois en plus, ce qui va permettre de compenser cette carence de 3 mois qui existe en France. Donc ça, c'est important pour ceux qui ont la CFE de s'occuper de ça. On verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis après, il y a ceux qui ont une assurance privée, soit avec l'employeur, soit personnelle. Donc là, l'idée, c'est toujours la même, c'est d'essayer de voir avec votre assureur privé si cette assurance peut être prolongée de 3 mois lors de votre retour en France pour pallier au délai de carence. Parfois, c'est des négociations avec l'employeur et c'est possible. Quand c'est une assurance souscrite à titre personnel, souvent c'est possible. Et après, on va dire l'autre option, c'est quand vous avez souscrit une assurance locale. Là, c'est rarement possible d'avoir une couverture qui soit étendue pour la France. Donc là, vous aurez un délai de carence en entrant en France. Donc ça, c'était un peu la préparation en amont, voir un peu les formulaires, les assurances privées qu'on a souscrits. En arrivant en France, la première chose à faire en termes d'assurance santé, c'est la réaffiliation à la sécurité sociale. Donc, simplement, je fais un aparté sur cette sécurité sociale et cette affiliation. En théorie, lorsque vous partez à l'étranger pour une expatriation, vous êtes censé le prévenir à la sécurité sociale et rendre votre carte vitale. Ce que très peu font dans les faits, parmi les clients qu'on rencontre. Donc, ce qui veut dire que certains ont une carte vitale qui va fonctionner. Quand on est à l'étranger, on revient en France, la carte vitale va fonctionner et d'autres non. Il faut savoir que maintenant, la sécurité sociale recoupe son fichier avec celui des impôts, ce qui leur permet de voir que quand vous faites des déclarations d'impôts de l'étranger, que vous vivez à l'étranger. Et c'est comme ça qu'ils s'aperçoivent que vous n'êtes pas en France et donc ils vous radient également de la sécurité sociale française. Donc c'est pour ça que votre carte vitale peut fonctionner 1 an, 2 ans, 6 mois et puis s'arrêter au bout d'un coup et votre voisin, elle peut ne jamais avoir fonctionné, etc. C'est simplement que les impôts et la sécurité sociale ont recoupé leur fichier. Donc, je reviens à votre arrivée en France. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si vous étiez dans un pays avec en Union européenne, vous donnez votre formulaire que vous avez récupéré en amont et le transfert avec la sécurité sociale va se faire de manière assez lisse. Ça, c'est relativement simple, ce qui va vous éviter le délai de carence. Pour les autres, il y a le cas où, quand vous rentrez, vous avez la CFE. Donc là, pareil, vous rentrez et vous n'avez pas forcément de délai de carence parce que la CFE va faire le lien. Alors, ce lien ne se fait pas automatique quand vous êtes à la CFE. Il faut, sur le site de la CFE, prévenir que vous allez rentrer en France, faire les démarches en ligne, et leur demander de conserver votre garantie pendant 3 mois, et ensuite faire la démarche à la sécurité sociale de réinscription. Le lien entre CFE et sécurité sociale n'est pas du tout automatique. C'est à vous de faire les démarches d'un côté et de l'autre. Ça vous permet d'éviter également le délai de carence. Une autre possibilité de ne pas avoir ce délai de carence, qui est le délai de carence, c'est la règle basique. Hein. Il faut être au minimum 3 mois en France pour bénéficier de la sécurité sociale. Donc, pour éviter ce délai de carence, donc soit avec la CFE, vous pouvez aussi retrouver un emploi en France. Où vous arrivez, vous avez un emploi en France. Dans ce cas-là, vous êtes affilié automatiquement à la sécurité sociale. Et ça, c'est une petite astuce à savoir parce qu'il vous suffit de travailler 1 heure en France pour avoir des droits automatiquement réouverts à la sécurité sociale. Donc, quand vous arrivez et que vous avez quitté votre emploi, vous faites une journée d'intérim n'importe où et ça va réouvrir automatiquement vos droits et donc vous évitez le délai de carence. Une troisième situation où vous allez éviter le délai de carence, c'est quand vous allez rentrer et que vous êtes au chômage et indemnisé par Pôle emploi. Dans ces cas-là, vous n'avez pas de délai de carence. Si vous n'êtes pas indemnisé, vous allez avoir le délai de carence. L'autre situation, ça va être le cas du détachement. Si vous êtes parti en détachement, vous restez en fait affilié à la sécurité sociale française. Donc, quand vous retournez en France, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Il n'y a pas forcément de déclaration à faire. Et puis, il y a une cinquième catégorie.
qui est lorsque vous rentrez et que vous avez des traitements lourds à avoir, vous pouvez faire des demandes de dérogation auprès de la CPAM, la Sécurité sociale, pour éviter ce délai de carence. Ça, c'est soumis à étude de dossier. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que dans toutes les situations, c'est à vous d'être proactif et de faire les démarches auprès de la Sécurité sociale. Alors, je continue mon petit formulaire. Si le délai de carence, donc ça, je vous en ai parlé. Hop, je me perds un peu dans mes notes. Alors voilà, si vous avez ce fameux délai de carence, si vous rentrez et que vous avez ces 3 mois de délai de carence, vous avez donc plusieurs possibilités pour essayer d'y pallier. C'est ce que j'ai évoqué précédemment, c'est prolonger des contrats d'assurance privée que vous avez eus à l'étranger. Donc ça, c'est parfois possible, parfois non. Et sinon, il existe aussi des solutions d'assurance privée qui vont vous couvrir pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, voilà, le temps que c'est vous qui choisissez, et qui vont couvrir uniquement le risque important, c'est-à-dire l'hospitalisation ou l'accident, les choses comme ça. Mais ce type de contrat existe et il peut permettre de faire la jonction avec l'affiliation avec la sécurité sociale. Quelques points à noter également sur cette assurance santé. C'est une fois que vous avez fait votre réaffiliation à la sécurité sociale, il va falloir trouver un médecin traitant, ce qui est difficile en France. Je pense que c'est aussi difficile que de trouver un logement, de trouver un médecin traitant. En ville ou à la campagne, il n'y a plus de médecin. Donc ça, c'est un gros problème aussi. Quelques notes également, c'est que l'État, les services de l'État ont mis en place un simulateur qui est le simulateur de retour en France que vous trouvez sur le site servicepublic.fr où là, vous pouvez simuler un peu votre situation et les besoins que vous allez avoir en termes de papiers, de documents à faire lors de votre retour en France. Ça va traiter de tout, de la sécurité sociale, de la douane, des permis de conduire, de la retraite, de la scolarité, etc. Donc ça, c'est un super simulateur qui a été développé et il faut vraiment l'utiliser. Ça vous permet de mieux préparer votre retour en France. Si vous rentrez en France et que vous n'avez pas de ressources, vous allez avoir le droit à la PUMA, la protection universelle maladie. Mais pareil, celle-ci, elle se déclenche qu'au bout de 3 mois en France. Il faut justifier de 3 mois de résidence en France. Mais après, la PUMA viendra en tant qu'assurance pour vous. Et puis, concernant un petit aparté concernant les allocations familiales, vous ne pouvez pas faire de démarche en amont. Vous êtes obligé de les faire une fois arrivé en France. C'est un peu dommage. Donc ça va redécaler tout à ce niveau-là. Et pour terminer concernant l'assurance santé, il faut savoir que quand vous faites des démarches auprès de la sécurité sociale, même si l'affiliation se fait en théorie automatiquement, dans les faits, ça va prendre 1, 2, 3 mois ou plus. Même si les remboursements se feront de manière rétroactive, ça veut dire que pendant cette période-là, c'est vous qui allez devoir avancer les frais de santé pour être remboursé par la suite. Donc ça, il faut vraiment le savoir parce que il faut aussi l'anticiper. Et la deuxième chose qu'il faut connaître aussi, c'est que vous pouvez être aussi réaffilié à la sécurité sociale, mais ne pas avoir de carte vitale tout de suite. La carte vitale peut mettre 6 mois, 1 an à arriver. Pour autant, vous êtes quand même à la sécurité sociale. Donc voilà, c'est des petites choses à connaître. Et puis le dernier point, je vais passer le relais à l'équipe de Constantiam, qui vous parleront un peu de la retraite. Mais c'est pareil, pour la retraite, il faut anticiper et préparer au maximum les dossiers, d'essayer de les récupérer dans votre pays d'expatriation, parce que ça, vous en aurez besoin par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je passe la parole à Constantiam. Et puis si vous avez des questions, on y répondra en fin de séance ou sinon par mail ou etc. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, merci beaucoup Frédéric pour cette passation. Donc moi je m'appelle Damien Louche et mon associé Philippe Tesch, moi-même, nous sommes ici pour vous parler de la fiscalité des impatriés en France, hein. Donc l'idée c'est de rapidement vous faire un petit état des lieux des conséquences fiscales du retour en France et les différentes, on va dire, formalités déclaratives que vous devrez réaliser lors de votre retour et aussi des différents régimes fiscaux qui sont propres aux impatriés. Et en fonction des différentes situations. En quelques mots, on peut définir un impatrié comme une personne qui revient en France après une période d'expatriation.
Dans certains cas, et on en reparlera un petit peu plus tard, les impatriés peuvent bénéficier d'un régime spécifique. Mais avant de rentrer dans tout ce détail de ce qu'est la fiscalité française et tous ces petits plaisirs qui vont autour, en quelques mots, voici pourquoi, de notre point de vue, la compréhension de la fiscalité des impatriés en France nous semble cruciale. Tout d'abord, par rapport à la conformité fiscale, bien évidemment. Donc, en tant qu'impatrié, vous devez vous conformer aux lois fiscales françaises et on estime qu'une mauvaise compréhension de ces lois peut entraîner des erreurs et potentiellement des pénalités lors de la déclaration. Il faut vraiment être très attentif sur cette formalité. Ensuite, cela peut vous permettre aussi d'effectuer de la planification financière, puisque comprendre la fiscalité, ça peut vous aider à planifier efficacement vos finances lors de votre retour. Par exemple, vous pourrez prendre des décisions aussi éclairées sur vos investissements, sur votre retraite, en tenant compte des différents aspects financiers et des investissements liés et l'impact fiscal sur les investissements éventuels. On peut également parler d'optimisation fiscale de la situation, puisque là, aujourd'hui, la France offre des avantages fiscaux spécifiques aux impatriés, notamment des exonérations sur certaines formes de revenus. Donc, encore une fois, une compréhension claire de ces avantages peut vous aider à optimiser votre situation et donc à minimiser vos charges fiscales. Donc voilà pourquoi cela nous semble très important également. Et pour finir, cela peut également aider à orienter les décisions. Par exemple, pour ceux qui envisagent de s'installer en France, comprendre les enjeux de la fiscalité des impatriés, ça peut vous aider à prendre une décision éclairée, à évaluer les avantages et les inconvénients de l'impatriation en France. Donc, pour conclure sur ces éléments introductifs, je dirais, donc il faut vraiment saisir tout, on va dire de manière très précise, tout le processus de déclaration en France. Ça peut vous aider à avoir enfin, ça peut contribuer à une meilleure gestion financière, une plus grande tranquillité d'esprit, évidemment. Je vais maintenant laisser Philippe détailler, on va dire, les différentes démarches fiscales à réaliser lors du retour en France, avant de poursuivre sur les sujets suivants. Ouais. Alors, merci. moi, attendez, je vous coupe Oui. une toute petite minute pour dire qu'on ne voit que le haut du visage de Damien. Ah. Ouais. Donc, On a pas et la là, même on voit taille. plus la bouche. Et en fait, on voit pas la bouche. Voilà, c'était tout. Ah. Voilà. Ok, si c'est que ça va. Tant qu'on m'entend, c'est le principal. Alors, en ce qui concerne la déclaration de vos différents revenus en France, il faut savoir qu'au moment où vous allez revenir en France, la joie de l'administratif sur le plan fiscal démarre réellement en année N+1. Donc moi, je vais vous expliquer rapidement, même si malheureusement ça peut être complexe. Je vais vous parler de déclaration de revenus, de déclaration des biens immobiliers et de déclaration des comptes détenus à l'étranger. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obligation déclarative l'année de votre arrivée. Il est seulement conseillé d'en informer l'administration fiscale et le plus simple, c'est de passer par votre messagerie sécurisée de votre espace impôts.gouv. Donc un peu comme je vous expliquais Frédéric tout à l'heure, dans notre situation côté fiscalité, il va falloir disposer d'un identifiant fiscal. Donc pour cela, vous pouvez le retrouver sur vos anciens avis d'impôt français si vous avez déjà déclaré des revenus en France. Et si vous n'en avez pas, il est possible d'en faire la demande en ligne. Et pour ça, plutôt simplement, vous allez vous connecter sur le site impôts.gouv.fr, espace particulier. Et là, vous allez pouvoir retrouver un lien pour demander un nouveau numéro. Alors, au moment de votre retour, si vous étiez déjà propriétaire de votre logement en France, pour revenir un peu pour revenir sur la partie logement que vous expliquez Sophie, il faut savoir que votre bien anciennement résidence secondaire peut toujours être considéré par l'administration fiscale comme une résidence secondaire. Donc il va falloir signaler le passage en résidence principale aux impôts. Donc pour ça, la messagerie sécurisée, toujours du site impôts.gouv, parce que sur le plan fiscal, ça peut être important parce que ça peut entraîner des exonérations de taxes foncières, des exonérations de taxes d'habitation, et également modifier la taxation des plus-values immobilières en cas de revente. Donc, c'est des sujets qui sont plutôt importants, et autant que l'administration, même si au bout d'un moment sera au courant de votre retour en France, au moins qu'elle le sache le plus rapidement possible. Et la partie la plus importante de votre retour, malheureusement, c'est concernant la déclaration des revenus perçus l'année du changement. Alors, petit rappel, pour ceux qui n'ont plus l'habitude, en France, les déclarations se font en année N+1. Donc, la date de limite du dépôt se termine en général fin mai ou début juin. Ça dépend de votre département de résidence. Donc, pour cette première déclaration, la spécificité, c'est que vous devriez potentiellement déclarer 2 périodes.
une période du 1er janvier à la date d'arrivée en France. Donc là, il s'agira de déclarer uniquement les revenus de source française que vous avez pu avoir par ailleurs et vous continuez à déclarer. Donc ça se fait sur le formulaire 2042 NR, un formulaire de la déclaration d'impôt qui est spécifique aux non-résidents qui font leur retour. Et après cette date, jusqu'au 31 décembre, il va falloir déclarer l'ensemble des revenus, mais cette fois-ci mondiaux. Et donc là, sur les formulaires classiques, comme tout français, correspondant à vos différentes catégories de revenus. Parce que si, en tant que résident, vous devez déclarer les revenus de source étrangère, il est essentiel de vérifier dans ces situations si les conventions fiscales existantes entre la France et le pays où sont issus les revenus sont... excusez-moi. Donc, je reprends. Pour vérifier dans la convention fiscale entre les pays, quel est le pays qui est tributaire de l'impôt, et ça n'est pas parce que un revenu étranger, l'impôt est payé à l'étranger, qu'il ne faut pas le déclarer en France. Et là-dessus, dans les conventions fiscales, on a la possibilité d'avoir les modalités en ce qui concerne la double imposition, pour éviter de payer 2 impôts dans 2 pays différents concernant le même revenu. Mais il va falloir déclarer vos revenus étrangers en France au moment où vous rentrez en France. Et enfin, pour clôturer cette partie, il faut savoir que depuis 2019, on a mis en place, la France, le prélèvement à la source. Donc ça permet d'anticiper l'impôt à payer. Et compte tenu de votre nouvelle situation, donc l'administration n'est pas forcément au courant, il est recommandé de demander un taux personnalisé. Donc ça se passe donc sur le CERFA 2043 ou sinon sur votre site impôt.gouv, pour lequel vous allez pouvoir demander un taux personnalisé qui vous aidera à estimer votre taux de prélèvement l'année de votre retour. Et en dehors de la question de la déclaration de vos revenus depuis de l'année, il va falloir également vous occuper de l'occupation des biens immobiliers. Ça, c'est une nouvelle déclaration qui existe depuis l'année dernière. Tous les biens immobiliers qui sont situés en France doivent être déclarés, que ça soit de l'usage d'habitation ou qu'ils soient loués. Donc, c'est une déclaration qui n'entraîne pas d'impôt à payer. Donc, c'est uniquement une déclaration pour vérifier vos biens immobiliers en France, mais par contre, si vous ne le faites pas, il y a une amende qui peut dépendre du nombre de locaux que vous n'avez pas déclarés. Et second point, pour ceux qui le connaissent, on a l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire que si jamais votre impôt, le montant de votre patrimoine immobilier est supérieur à 1 300 000, il faut savoir qu'il faut déclarer les biens, ça remplace l'ancien ISF, l'impôt sur la fortune, pour ceux qui ont connu. Alors, là-dessus, il existe une exception pour les impatriés. En effet, normalement, l'impôt sur la fortune immobilière se déclare sur l'ensemble des biens au niveau mondial. Mais si vous avez été domicilié en France vous n'avez pas été domicilié en France au cours des 5 dernières années, vous n'êtes imposé qu'à raison des actifs situés en France. Donc, vos biens détenus à l'étranger sont exonérés de cet impôt. Donc, c'est plutôt important de connaître cette information. Et cette exonération s'applique jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de votre changement de domicile. Et au-delà, malheureusement, vous allez devoir déclarer, si le plafond des 1 300 000 est dépassé, l'ensemble de vos actifs immobiliers mondiaux, qu'ils soient détenus en direct, en société ou à travers d'un contrat d'assurance vie, par exemple. Et si malheureusement vos actifs étrangers subissent ce type d'imposition dans le pays où ils se situent, ça peut arriver, en fonction de la convention fiscale toujours, des solutions peuvent être envisagées pour éviter la double imposition. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, qui me semble important, c'est la déclaration des comptes détenus à l'étranger. En effet, lors de la déclaration d'impôt, vous êtes censé déclarer les comptes qui ont été utilisés, clos ou ouverts, au cours de l'année de la déclaration à l'étranger. Enfin, ouverts et clos à l'étranger au cours de l'année de la déclaration. Donc, ça concerne les comptes que vous allez détenir après votre retour en France, et également les comptes que vous clôturez, mais dont la clôture a été faite postérieurement à votre retour. Donc, il peut s'agir des comptes courants, des comptes d'épargne, des placements, des contrats d'assurance vie, ou encore des comptes d'actifs numériques pour ceux qui ont de la crypto-monnaie, par exemple. Alors, comme tout à l'heure sur les biens immobiliers, en dehors de l'IFI, il ne s'agit pas d'une déclaration qui va entraîner une imposition. Mais par contre, comme toujours, une amende fiscale de 1 500 € s'il n'y a pas de déclaration qui est effectuée sur ce compte, qui peut être portée, par contre, j'entends, 1 500 € par contre, qui peut être portée à 10 000 € s'il n'y a pas de convention entre le lieu où est situé le compte et la France au niveau de la convention d'assistance administrative. Et pour cela, dans cette déclaration, vous allez devoir déclarer la banque, l'établissement, son adresse, le numéro de compte, la date d'ouverture, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment la situation
en N+1 quand vous revenez en France. Malgré tout, là, il peut y avoir une certaine gymnastique administrative, et ce n'est pas parce que vous avez dépassé la première année que cette fiscalité internationale disparaît tout autant. C'est-à-dire que si vous avez conservé des biens, des actifs, des revenus, il faut savoir que les questions de fiscalité internationale peuvent continuer à se poser sur le long terme. Alors, par exemple, si vous continuez à percevoir des revenus à l'étranger, si vous conservez des comptes, des biens immobiliers à l'étranger, ben, ces éléments, forcément, vont devoir être pris en compte dans vos déclarations fiscales futures, parce que ça concerne les actifs mondiaux et les revenus mondiaux, avec bien entendu toujours la possibilité d'éviter la double imposition en France. Donc voilà, j'ai essayé de pouvoir vous donner une vision de la fiscalité au retour, même si c'est des sujets plutôt complexes. Et je vais maintenant laisser la parole à Damien, qui va vous expliquer brièvement une question qui peut être intéressante pour les salariés, le régime des impatriés. Ok, merci beaucoup Philippe. Et bon, alors aussi, il reste quand même des gens qui continuent à réussir à suivre après tout ça. Moi, je vais essayer de vous présenter un peu le régime des impatriés. Donc, rentrer un peu dans le détail, sans aller trop loin évidemment, dans ce régime. Donc, en quelques mots, ce qu'il faut savoir sur ce régime des impatriés, c'est qu'il a été mis en place pour encourager les entreprises à recruter ou à faire revenir des salariés depuis l'étranger. Pour en bénéficier, le salarié doit être recruté à l'étranger par une entreprise qui est établie en France ou être détaché à l'étranger par une entreprise française et revenir en France pour y exercer son activité. Donc en fait, il y a deux modes de recrutement qui sont bien distincts, la mobilité intragroupe et les embauches externes. Dans le premier cas, le salarié il est déjà employé par le groupe, tandis que dans le second cas, il est recruté directement à l'étranger. Et enfin, dernier point, pour bénéficier du dispositif des impatriés, la personne ne doit pas avoir eu son domicile fiscal. Alors attention, excusez-moi pour la citation de l'article, mais au sens de l'article 4B du Code général des impôts. Donc je vais expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement en France. Donc, ou bien sûr, en cas d'application d'une convention internationale, il peut avoir aussi été considéré comme résident fiscal français. Encore une fois, il faut porter une attention particulière sur la convention fiscale. Donc, et cela donc pendant les 5 dernières années civiles précédant la prise de fonction en France. Donc, ne pas avoir été résident fiscal français durant les 5 dernières années, c'est ça que ça veut dire. Au niveau de l'article 4B du Code général des impôts, et en droit français, le domicile fiscal, il se définit, ou du moins il se caractérise, par 4 critères qui sont du coup alternatifs, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Donc, avoir son foyer en France, que la France soit le lieu de séjour principal, que la profession soit exercée en France ou le centre des intérêts économiques. Donc, si en fait une personne est considérée comme résidente fiscale française, au sens du droit français, lorsqu'elle répond à l'un de ces 4 critères. Voilà ce qui est important de comprendre. Donc, une fois que toutes ces conditions elles sont vérifiées et qu'on peut attester qu'elles sont bien remplies, eh bien, on peut bénéficier de ce régime de faveur des impatriés, alors qu'ils comprennent notamment, on va citer plusieurs points, mais déjà, le premier qui est très intéressant, c'est une exonération du supplément de rémunération lié à l'impatriation. Donc, il s'agit d'une prime qui correspond simplement au supplément de rémunération qui est directement lié à l'exercice d'une activité professionnelle en France. Donc, en fait, elle est prise pour son montant réel, à savoir soit celui qui est déjà prévu par le contrat de travail, ou dans un avenant, c'est possible aussi, ou sur option, forfaitairement à hauteur de 30%. Donc, en fait, il y a deux choix possibles pour déterminer cette prime d'impatriation. Par contre, l'exonération, elle est subordonnée à une condition, c'est que la rémunération de l'impatrié soumise à l'impôt sur le revenu, elle soit au moins égale à celle perçue au titre d'une fonction dite analogue, autrement dit à un poste équivalent dans l'entreprise dans laquelle il exerce. Donc, le cas échéant, évidemment, la différence entre la rémunération nette de la prime d'impatriation et la rémunération de référence, et du coup, la rémunération pour un poste analogue, elle est ajoutée à la rémunération imposable. Donc, pour prendre un exemple concret, admettons qu'un impatrié perçoit 100 000 euros de revenus, il choisit d'appliquer l'option des 30% pour déterminer sa prime d'impatriation, qu'une personne qui exerce le même poste qu'elle dans la même société est un revenu de 80 000 euros, donc en exerçant l'exonération de la prime à hauteur de 30%, ça veut dire qu'on abat 30%, donc 30 000 euros sur son revenu net imposable. Si le salaire de référence est de 80 000 euros, elle ne pourra pas déclarer moins que 80 000 euros en tant que revenu imposable. C'est ça que ça veut dire en fait, de manière très simple.
Le second avantage qu'on peut tirer de ce régime des impatriés, c'est que l'exonération, c'est une exonération de la fraction de la rémunération se rapportant à une activité exercée à l'étranger. Donc cette part de rémunération qui est exonérée d'impôt sur le revenu, bien sûr, sous réserve que les séjours à l'étranger soient réalisés dans l'intérêt exclusif et direct de l'entreprise au sein de laquelle vous exercez évidemment cette activité. Par contre, il est prévu bien sûr un plafonnement de ces deux avantages. C'est essentiel d'en tenir compte, c'est que l'exonération de la prime d'impatriation et de la part de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger ne peut pas dépasser 50% de la rémunération nette totale imposable. Ou sur option, retenir on va dire, que l'exonération de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger ne peut pas dépasser 20% de la rémunération nette imposable. Ce qui fait que si on retient 30% pour la prime d'impatriation plus 20% pour la rémunération liée à la part de rémunération exercée à l'étranger, on atteint bien les 50% qui respectent ce plafond global. Le dernier avantage qu'on peut tirer aussi de ce régime des impatriés, c'est qu'on peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur certains types de revenus de sources étrangères. Cela peut inclure des revenus provenant d'un actif immobilier, donc des loyers très simplement, ou encore des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts, des dividendes. Voilà, donc grosso modo, ça peut être aussi relativement intéressant. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le régime des impatriés, il s'applique pendant une durée limitée. Elles sont applicables jusqu'au 31 décembre de la 8e année de l'arrivée en France. Si après ça, l'impatrié continue à exercer ses fonctions en France, et au-delà de cette période, eh bien, les exonérations cessent tout simplement et vous êtes soumis au régime fiscal de droit commun. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que ce régime, c'est un outil quand même très précieux lorsqu'on est impatrié en France, puisque ça offre des avantages qui sont quand même très notables. Et lorsqu'on pose les chiffres, on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même très intéressant et c'est quand même très bien de ne pas passer à côté, hein. Donc, il est par ailleurs soumis à des conditions qui sont quand même très strictes, à une durée limitée, donc il faut vraiment s'assurer de respecter tous ces éléments-là. Donc voilà, je pense avoir tout dit, ou du moins avec le temps qui nous était accordé, d'avoir essayé de balayer ce régime-là. C'est des sujets complexes, hein. Ouais, donc on a essayé Oui, d'être effectivement. efficace. Voilà. Voilà, c'est des sujets parfois un peu techniques, mais très utiles, je pense, voilà, pour les personnes qui Et nous qui écoutent. dépendent de Il y a chaque beaucoup de choses pays, qu'on en fonction des ne sait pas. conventions, etc. Donc, c'est du cas par cas, souvent. Avant de partir sur les questions qui ont été posées par les participants, moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour bénéficier de ce régime des impatriés? Ça, j'ai pas suivi. Ou est-ce que c'est automatique? Alors non, c'est pas automatique, il y a bien une démarche à réaliser, et ça va être une démarche déclarative. Donc en un N+1 toujours, bien remplir les bonnes cases, les revenus dans les bonnes cases, évidemment. Mais oui, il y a bien des démarches à réaliser, sinon l'administration fiscale n'accorde pas cet avantage et de manière tacite. Non, c'est pas comme ça que C'est pas automatique, ouais. D'accord. Et c'est rétroactif? Alors, ça peut l'être dans une durée limitée, parce qu'en France, on a 3 ans pour rectifier les impôts. Au-delà de ça, on peut passer à côté, quoi. Je laisse la parole à Alors, Christine. j'ai plusieurs questions. Alors, pour l'instant, les premières donc, sont plutôt destinées à Sophie. Donc, il y a une question qui dit, donc, dans le cadre d'une recherche de maison pour un achat, faites-vous appel à des chasseurs immobiliers? Bonjour, les agences de relocation peuvent faire de la recherche à l'achat. Voilà, donc vous passez soit par un chasseur immobilier, ça sera un pourcentage du montant de la vente qui va vous être facturé, soit vous demandez à une agence de relocation de vous accompagner, et là, ça sera un forfait. Voilà. Mais globalement, ça se ressemble assez. Mais on est surtout sur de la recherche à la location, les agences de relocation, dans la mesure où, en général, quand même, quand les gens arrivent, ils préfèrent dans un premier temps louer, d'abord voir s'ils vont aimer, et ensuite, ils se projettent sur un achat. C'est assez rare qu'ils achètent en amont de leur retour. D'accord. Alors, là aussi, toujours une question pour Sophie. Au fond, quels sont les avantages à utiliser une agence de relocation, tout simplement? Eh bien, ils sont nombreux, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire.
l'expertise locale, c'est-à-dire que vous allez travailler en lien avec quelqu'un qui est sur place, qui connaît le marché immobilier parfaitement, les agences immobilières, qui a souvent des annonces qu'on appelle en off-market, c'est-à-dire des annonces qui ne sont pas sur Internet, mais en lien direct avec les agences qui vont dire ah, on a une dédite pour tel genre de logement, est-ce que ça t'intéresse, etc. On a pas mal aussi de particuliers qui nous écrivent en disant voilà, on a un logement, on le gère en direct, il n'y a pas une agence avec nous, est-ce que vous avez en ce moment une demande qui correspond? Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, expertise locale, réseau de contacts très poussé, gain de temps et d'énergie, bien sûr. À distance, déjà, je dirais que les chances de trouver un logement sont quasiment nulles, sauf si vous placez par une plateforme, Airbnb ou autre. Mais à distance, c'est impossible de joindre une agence immobilière, qu'elle vous rappelle, qu'elle fasse la visite pour vous à distance, etc. C'est pas possible. Donc, il faut avoir vraiment quelqu'un sur place qui vous représente. Alors, soit vous arrivez dans une ville où il y a votre famille et votre famille va faire les visites et vous représente. Sinon, il faut vraiment passer par une agence de relocation qui va personnaliser les services. L'anticipation aussi, c'est-à-dire que n'attendez pas d'être sur place pour commencer votre recherche. Vous arrivez en juillet avec toute votre famille, mais dès le mois de mai, vous pouvez avoir quelqu'un localement sur place qui est actif sur le marché, qui fait des visites pour vous, qui vous envoie des reportings. Comme je vous le disais, à distance, ça ne marchera pas. Donc, il faut que quelqu'un le fasse pour vous. Si vous attendez d'être là, ben, ça sera autant de temps que vous aurez peut-être perdu. Alors que là, vous pouvez arriver et vous installer directement dans votre logement. S'il y a un déménagement, vous avez votre adresse. On sait que les containers peuvent mettre 1 ou 2 mois avant d'arriver en France. Donc, ben, voilà, si en mai, vous signez votre bail, vous organisez le déménagement. Quand vous arrivez, ben, l'immeuble arrive peu de temps après vous. Donc, ça, c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte. On va réduire considérablement le stress. Voilà, donc je pense que j'ai donné pas mal d'arguments. En effet. Voilà. Bien, merci Sophie. Alors la question suivante, je ne sais pas si elle s'adresse encore à Sophie ou si c'est Damien et Philippe qui pourront y répondre. C'est un petit peu, ça touche les deux sujets. Vous avez parlé de transformer sa résidence secondaire en résidence principale au moment du retour en France. L'exonération du paiement de la taxe foncière est-elle applicable une année? Point d'interrogation. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va surtout dépendre du revenu fiscal de référence du contribuable, qui sera défini du coup en N+1, puisque comme on l'indiquait tout à l'heure, les démarches déclaratives concernant les revenus de l'année de l'arrivée en France se font l'année suivante. Donc voilà, mais effectivement, il y a des sujets d'exonération au niveau de la taxe foncière. Si on ne dépasse pas un certain revenu fiscal de référence ou pour des personnes âgées de plus de 75 ans, on a la possibilité d'être exonéré de taxe foncière. Mais là où c'est également important sur la question de la résidence principale, c'est que c'est également sur la question de la taxe d'habitation. Parce que petit à petit, on devient exonéré de la taxe d'habitation, quel que soit son niveau de revenu, c'est en train d'être mis en place en France. Mais si votre résidence est toujours considérée comme une résidence secondaire, cette exonération de taxe d'habitation ne s'applique pas du tout. Donc c'est là où ça peut devenir intéressant, parce que d'un côté, c'est votre résidence secondaire, vous payez la taxe d'habitation, de l'autre, c'est votre résidence principale, vous ne la payez plus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, mais je pense. bon, sinon, n'hésitez pas. Oui, merci, ça répond à la question. Super. Parfait. Voilà la personne qui l'avait posée. Alors, il y avait des questions pour Frédéric, mais il a répondu ensuite aux questions qui étaient posées. Donc, voilà, ça n'a pas de nouvelles. Alors, en revanche, une question encore pour Damien et Philippe, dans un cas un peu particulier, mais qui touche pas mal de familles, à un moment ou à un autre. Lorsque les enfants étudient à l'étranger, quelles sont les conséquences sur la déclaration fiscale? Je suppose que c'est donc lorsque les parents, eux, rentrent en France, mais que les enfants étudient à l'étranger. Alors, sur cette question-là, en fait, il est également possible que les enfants fassent partie du foyer fiscal des parents. Et donc, le fait de travailler à l'étranger peut ne pas avoir du tout de conséquences sur les prochaines déclarations, surtout si l'enfant, dans le pays où il habite, ne perçoit aucun revenu. Dans ce cas-là, les parents peuvent conserver l'enfant dans le foyer fiscal. Et si jamais, à l'inverse, le font sortir de son foyer fiscal, ils peuvent déduire, comme tout enfant faisant des études, une pension alimentaire. Voilà, pour la pension alimentaire, du coup, il faut le faire sortir, bien sûr. Oui, il faut Bien le sûr. faire sortir. Il faudra Et déclarer. si le jeune a des revenus, fait un job d'étudiant ou quelque chose comme ça, dans le Eh pays. bien, s'il a des revenus et qu'il fait partie du foyer, dans ce cas-là, il faudra déclarer les revenus de l'étudiant dans son foyer fiscal.
Mais si l'étudiant en question paye ses impôts dans le pays où il est, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse une déclaration qui sorte du foyer fiscal, je suppose. C'est ça. Donc, s'il n'est pas rattaché au foyer fiscal et que du coup, il y a une pension alimentaire du côté des parents, la pension alimentaire devra être déclarée côté enfant, mais dans son lieu de résidence, bien sûr, là où a été établi son foyer fiscal. Donc, effectivement, il y a des petites notions particulières sur lesquelles il faut avoir une attention. Et si jamais il fait partie du foyer, dans ce cas-là, il va devoir déclarer ses revenus dans le pays où il les a obtenus, sous couvert de la convention fiscale. Et les parents étant également dans le foyer fiscal vont devoir déclarer les revenus de l'enfant en tant que revenu étranger. Et donc là, comme on vous disait tout à l'heure, l'important c'est de regarder la convention entre le pays de résidence et la France pour vérifier comment on traite la question de la double imposition. Parce qu'on va payer 2 fois, à la fois à l'étranger et à la fois en France. Donc, pour éviter tout ça aussi, on peut faire appel à vous quand ça devient trop Exactement, pour compliqué. lire les conventions. Voilà, et ce qui est valable, je crois, pour les 3 sujets qu'on a abordés dans cette table ronde, n'est-ce pas, Cécile? Tout à fait. Le sujet de logement, vous pouvez faire appel à Sophie. Pour le sujet d'assurance, en toute confiance à Frédéric et en toute confiance également à Damien et Philippe pour les sujets de fiscalité, retraite, succession, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Catherine? Non, voilà, là, j'ai fait le tour des questions, sachant que j'ai trié en fonction de ce qui n'avait pas été abordé déjà là, par nos intervenants. Et comme les exposés étaient déjà bien complets, ça avait répondu à une partie des questions. Très bien. Écoutez, moi, je vous remercie tous pour vos interventions, pour nous avoir apporté autant d'éléments en si peu de temps sur ces sujets qui manifestement préoccupent beaucoup ceux qui vont rentrer ou qui viennent de rentrer en France, et pour ceux qui sont passés par là aussi. Donc, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre professionnalisme comme toujours. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et n'hésitez pas à contacter nos experts sur le site expatpro.com et nous ferons parvenir vos coordonnées de toute façon aux personnes qui le désirent. Merci à vous. Merci à tous les Merci. Au quatre. revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.